Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats de la Haute Assemblée. Je vous propose ce matin de suivre l'examen du budget de la sécurité pour l'année 2019, un budget que les sénateurs ont rejeté. Et vous allez le voir, ces débats résonnent avec l'actualité de ce week-end et les manifestations des Gilets jaunes. Près de 90 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, 2000 personnes ont été interpellées. On a même vu des véhicules blindés de la gendarmerie dans les rues de Paris. Et l'an prochain, les moyens de l'État en matière de sécurité vont augmenter, et notamment le budget de la police et la gendarmerie, en hausse d'1,6%. Mais pour les sénateurs, ce budget est mal ficelé. Il augmente les effectifs des forces de l'ordre, mais sans améliorer leur équipement. Tout de suite, le débat sur le budget de la sécurité. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale pour 2019. Nous allons poursuivre l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions et nous allons maintenant examiner les crédits de la mission sécurité et du compte spécial contrôle de la circulation et du stationnement routier. La parole est à monsieur Philippe Dominati, rapporteur spécial de la commission des finances, pour les programmes police nationale et gendarmerie pour 7 minutes. Allons-y. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, les récents événements, marqués par d'importants dérapages en matière de maintien de l'ordre, démontrent encore une fois l'importance de la mission sécurité. Malgré tout, cette année encore, le budget n'est pas à la hauteur des enjeux. Le projet de loi de finances prévoit une augmentation des crédits de cette mission de 1,62%. La principale caractéristique de ce budget est la création de 2378 ETP, qui devrait constituer la plus forte hausse sur une annuité de toutes celles qui sont prévues sur l'ensemble du quinquennat. Cette augmentation des effectifs n'est malheureusement pas suivie d'une augmentation équivalente des dépenses de fonctionnement et d'investissement, ce qui entraîne une fois de plus une dégradation préoccupante du ratio dépenses de personnel ensemble des crédits. Ce ratio sera de 89,39% pour la police nationale, de 84,39% pour la gendarmerie nationale, soit une moyenne de 87,36% pour les deux forces. Il y a une dizaine d'années, les dépenses de personnel représentaient 80% des crédits et les crédits de fonctionnement et d'investissement 20%. Depuis, les sommes affectées aux dépenses de personnel ont cru de 34,53%, tandis que les autres ont diminué de 6,53%. Les revalorisations générales, et notamment l'application des protocoles d'accord signés en mai 2016, ont entraîné 200 millions d'euros de dépenses supplémentaires en 2018 et 92 millions d'euros en 2019, selon l'estimation de la Cour des comptes. Les comparaisons internationales démontrent qu'avec un gendarme ou un policier pour 280 habitants, notre pays n'est pas en situation de sous-effectif. Nos forces de l'ordre disposent de 151 000 policiers et de 96 000 gendarmes pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il y a un policier ou un gendarme pour 273 habitants en Allemagne, un pour 427 en Angleterre, un pour 220 en Italie, un pour 292 en Espagne. Parmi nos voisins, seule l'Italie possède plus de policiers et de gendarmes par million d'habitants que nous. Encore, ce chiffre ne tient pas compte des polices municipales ni des 7000 militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Avec des dépenses de personnel qui représentent plus de 87% des crédits de la mission, les crédits de fonctionnement sont donc insuffisants et n'augmentent que de 0,88%. Les crédits d'investissement, quant à eux, baissent de 13,37%. Comme l'a montré l'enquête réalisée par la Cour des comptes sur l'équipement des forces de l'ordre, réalisée à la demande de la Commission des finances du Sénat, des efforts ont pourtant été faits pour faire face au terrorisme
et à la crise migratoire. Ainsi, dans des délais relativement courts, votre rapporteur a pu constater que pour les primo-intervenants sur une scène d'attentat, chaque brigade anticriminalité dispose désormais d'une arme lourde et d'une protection assortie. Mais ce rapport souligne que de nombreux points noirs demeurent néanmoins. La Cour des comptes dénonce ainsi le manque de formation. En 2017, seuls 51% des policiers et gendarmes ont effectué 3 séances de tir par an. Par ailleurs, la Cour a mis fin à une polémique entre le Sénat et le gouvernement sur l'état du parc automobile. Car s'agissant du vieillissement de ce parc, il est regrettable que la multiplication des plans ne l'ait pas enrayé. Sur ce point, le contraste entre les chiffres avancés et la réalité est flagrant. En 2017, sur 3000 véhicules annoncés, seuls 1500 sont arrivés sur le terrain. Depuis 2010, le nombre de véhicules achetés ne permet pas de garantir le maintien à niveau de la flotte. Dans la police nationale, un véhicule doit être remplacé après 170 000 km ou 8 ans. En 2019, 14 000 véhicules sur 30 000 auront bientôt atteint ce critère. Dans la gendarmerie, où le critère de réforme se situe actuellement à 7,4 années, tout le monde ne peut être qu'inquiet compte tenu du fait qu'il s'agit d'un outil de travail essentiel pour la couverture d'immenses zones géographiques. L'état du parc immobilier est aussi très préoccupant. Dans la gendarmerie, l'état des logements influe sur le moral. Et la commission d'enquête de mon collègue François Grosdidier, dont était le rapporteur, a estimé que l'effort d'investissement devait être de 300 à 400 millions d'euros. Dans la police, où 536 bâtiments nécessitent une réhabilitation lourde, le délabrement est tel qu'il faudrait des crédits d'investissement de 650 millions d'euros. Or, le niveau de ces crédits est respectivement de 100 et 165 millions d'euros. Certaines réorganisations ont mis à mal les dispositifs opérationnels. En particulier, la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, applicable à la gendarmerie nationale depuis le 1er septembre 2016. Il implique la création de 4000 ETP. Or, seuls 2500 sont prévus pour le quinquennat. Pour la police nationale, les protocoles de mai 2016, jugés sévèrement par la Cour des comptes, conduisent à l'application aux forces opérationnelles de la vacation forte. Cela améliore le moral des agents qui peuvent disposer d'un week-end sur 2 au lieu de 1 sur 6. Son application sur 11% des effectifs, malgré l'injection de 433 postes supplémentaires dans les services concernés, a été difficile. Le directeur général de la police nationale a dû décréter un moratoire dans l'attente d'un rapport de l'IGA et de l'IGF prévu pour mars 2019. La généralisation progressive semble remise en cause dans ce cadre budgétaire. Il faudrait à terme envisager 4160 ETP de plus pour un coût financier d'environ 205 millions d'euros annuels. Je comprends, Monsieur le Ministre, vos préoccupations financières pour tenir ces engagements et j'espère que vous apporterez prochainement au Sénat des réponses sur ces interrogations. Le fait que la préfecture de police de Paris ne puisse pas appliquer la vacation forte constitue un paradoxe révélateur des difficultés induites par ce régime. Il est en effet surprenant que dans la région capitale, où les conditions de travail sont particulièrement difficiles, ce régime ne puisse pas être mis en œuvre. Sur le territoire de la préfecture de police, une expérimentation a d'ailleurs été menée à Boissy-Saint-Léger et elle a conduit à son abandon. Monsieur le ministre, les sénateurs sont préoccupés par le stock d'heures supplémentaires qui a crû de 18% en 3 ans pour atteindre 21 millions d'heures. Ce problème ne concerne pas les gendarmes qui sont sous statut militaire et disposent d'un logement de fonction. C'est une véritable épée de Damoclès sur la capacité opérationnelle de la police nationale, car ces congés sont pris avant le départ à la retraite, ce qui peut priver le service d'un fonctionnaire pendant une année entière sans qu'il ne soit remplacé. Les tâches indues demeurent constantes. Il en va ainsi de la garde de 24 préfectures, de 450 postes au palais de justice de Paris. C'est pour ces raisons et les tâches indues qui représentent 5% des effectifs concernés. Au vu de ces éléments, la Commission des finances propose, contrairement à d'autres missions régaliennes de l'État,
un rejet des crédits de la mission sécurité. Merci. Mes chers collègues, il va falloir que nous terminions ce soir la mission. Et si nous passons minuit et demi, ce qui est fort probable, on en décalera d'autant le début de la séance demain. Or, je vous rappelle qu'il ne nous reste que vendredi et lundi pour terminer l'examen du budget, puisque nous ne siégerons pas samedi pour les raisons que vous connaissez. Donc, je vous appelle au respect du temps de parole de chacun. La parole est à Monsieur Jean-Marc Gabouty, rapporteur spécial de la Commission des finances pour le programme Sécurité et Éducation routière. Monsieur le Président Gabouty, 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objectif poursuivi par la politique de sécurité routière est clair. Réduire au maximum le nombre de morts et de blessés, donc d'accidents sur les routes françaises. Ce faisant, elle diminue le coût de l'insécurité routière. Si la valeur d'une vie brisée est inestimable, le coût matériel des accidents de la route, estimé par l'ONIRS à 39,7 milliards d'euros, est très élevé. Comment évaluer la politique de sécurité routière à l'aune de ces résultats? Si on est loin de l'objectif initié par l'Union européenne de passer sous la barre des 2000 morts en 2020, 2017 et 2018 laissent enfin entrevoir une éclaircie. En effet, en 2017, après 3 années consécutives de hausse, une première depuis 45 ans, le nombre de tués sur les routes repart enfin à la baisse. 3600 tués ont été dénombrés sur les routes de France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit 55 décès de moins par rapport à 2016. Cette embellie demeure fragile et doit être relativisée. En effet, le nombre d'accidents et de blessés hospitalisés continue à augmenter. En outre, la France se trouve toujours en 14e position, c'est-à-dire dans le ventre mou du classement des pays de l'Union européenne. Quand on considère la distance parcourue sur les réseaux routiers, plusieurs de nos voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Suisse, affichent de meilleurs résultats. La France peut donc mieux faire. Les crédits du programme 207, Sécurité et éducation routière, de la mission Sécurité, qui ne représentent que 0,2% du montant de la mission Sécurité, augmentent de nouveau légèrement, de 3,9% par rapport à 2018, pour s'établir à 41,4 millions d'euros. Le point saillant de ce programme concerne le permis de conduire, dont les coûts d'organisation représentent plus de la moitié de ces crédits. La réforme de cet examen, initiée en 2014, s'essouffle. Les indicateurs de performance stagnent, tandis que l'opération permis à 1 € par jour, qui m'apparaît, comme l'an dernier, surbudgétée, connaît un succès très relatif. Cet été, le gouvernement a confié une mission à 2 de nos collègues députés visant à relancer la réforme du permis de conduire, tandis que l'examen du projet de loi LOM, qui vient d'être déposé au Sénat, doit aussi permettre de lui donner un nouvel élan. Monsieur le ministre, quelles sont les pistes que vous envisagez pour aider les jeunes à obtenir leur permis, souvent indispensable pour décrocher leur premier emploi? S'agissant du compte d'affectation spéciale radar, l'estimation en projet de loi de finances du produit total des amendes de police de la circulation et du stationnement n'a jamais été aussi élevée, 1,867 milliard d'euros. J'avoue que cette estimation, il y a encore quelques semaines, me semblait quelque peu frileuse. Le montant du produit réalisé l'an dernier, c'est-à-dire en 2017, s'est avéré en effet nettement supérieur aux prévisions de la loi de finances initiale de 2017. Cependant, au cours de ces 3 dernières semaines de mobilisation des Gilets jaunes, de nombreux radars ont été vandalisés et sont désormais hors service. Suivant les éléments qui nous ont été donnés, plus de 800 radars automatiques, soit 20% du parc. L'impact sur les recettes de l'État pourrait s'avérer important. S'agissant des dépenses, j'observe que les décisions prises à l'issue du comité interministériel réuni le 9 janvier 2018 s'inscrivent dans la droite ligne de la politique des 2 précédents gouvernements. Si je reste très mesuré, c'est un terme modéré, quant aux effets de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h, j'aurais en effet préféré, comme beaucoup de mes collègues, notamment ceux du groupe Travail Sécurité routière, que ces décisions soient prises en concertation avec les collectivités et les élus locaux et davantage ciblées sur les routes les plus accidentogènes. Je salue, par rapport à ce comité interministériel, cependant certaines de ces mesures qui rejoignent les recommandations émises par notre collègue Vincent Delahaye dans son rapport de contrôle budgétaire de 2017.
Par ailleurs, je constate que le plan de déploiement de ces nouveaux équipements prend un sérieux retard. L'objectif des 4 700 radars et des 200 itinéraires sécurisés, qui devait être atteint au 31 décembre 2018, est pratiquement reporté d'une année. Ce décalage, qui sera en partie lié à une phase d'homologation des nouveaux dispositifs plus longue que prévu, notamment ce qu'on appelle les radars tourelles, m'interroge sur la nécessité d'augmenter encore les crédits du programme 751, même si, à ce jour, je comprends bien que cette augmentation peut être justifiée par une évolution de la composition du parc, privilégiant des radars plus intelligents et donc plus onéreux. En outre, cette hausse de crédit pourrait d'ailleurs être absorbée par des frais de remise en état des radars détériorés. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire à combien pourraient s'élever les frais de remise en état de ces appareils, au bilan connu à ce jour que je viens de citer? S'agissant des collectivités locales, je note que les crédits du programme 754 diminuent de nouveau d'environ 7% en 2019. Cette baisse est certes justifiée par l'entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant. En effet, depuis le 1er janvier, les communes et les intercommunalités ont la faculté de fixer le montant du forfait post-stationnement et en recueillir le produit. Ce n'est par contre pas le cas des départements auxquels incombe l'entretien de quelques 370 000 km de voirie. Au cours de l'examen de la première partie, le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur général visant à créer un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires hors radar et amendes forfaitaires majorées au bénéfice des départements. Je présenterai donc un amendement de crédit pour permettre de financer ce prélèvement au détriment du programme 755 désendettement de l'État. Je suis en effet convaincu que la politique de sécurité routière pour être efficace, doit être comprise par nos concitoyens. Même si la part des recettes issues du contrôle automatisé fléchée vers le désendettement de l'État est inférieure à 9%, le manque de lisibilité du compte d'affectation spéciale et son architecture tarabiscotée enchevêtrant les flux des différentes catégories d'amendes ne contribuent pas à rendre la politique de sécurité routière plus transparente et plus acceptable dans la répartition des produits collectés. Je préconise donc, Monsieur le Ministre, d'étudier une refonte complète avec un souci de simplification de l'architecture de ce compte d'affectation spéciale. En conclusion, la Commission des finances propose donc d'adopter les crédits de la mission dans sa partie sécurité routière, 0,2% du total, sans modification, et ceux du compte d'affectation spéciale ainsi modifiés. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vogel, rapporteur spécial de la Commission des finances sur le programme Sécurité civile, pour 7 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2019, les crédits du programme Sécurité civile connaissent une baisse de 393,97 millions d'euros en AE et de 6,86 millions d'euros en CP par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, soit une hausse de 1,29% en CP et une baisse de 46,15% en AE. Cette baisse de crédit s'explique par la passation en 2018 d'un marché de remplacement de la flotte de trackers par des avions multirôles. Si on neutralise l'impact de l'acquisition des avions dans le projet de loi de finances pour 2018, le budget du programme Sécurité civile est stable en AE, plus 1,64%, et en baisse en CP, moins 54,51%. Les crédits du programme Sécurité civile pour 2019 sont inférieurs à la programmation triennale de près de 10 millions d'euros en CP. Cette différence s'explique principalement par des économies réalisées à l'occasion de la passation du marché de renouvellement des trackers. Je tiens à évoquer la situation des SDIS qui me semble préoccupante. Leur importance est pourtant capitale. Ils ont réalisé en 2017 près de 4,65 millions d'interventions, soit une croissance de 2% par rapport à l'année précédente. Leurs budgets sont en légère hausse, plus 2,4% en valeur brute. Toutefois, leurs dépenses d'investissement ont connu une baisse importante de près de 20% entre 2008 et 2017. Cette baisse apparaît comme d'autant plus préoccupante que le soutien de l'État aux investissements structurants des SDIS s'est récemment affaibli. Cette dotation de soutien aux SDIS, dont le financement s'élevait à 25 millions d'euros en 2017,
n'est doté que de 10 millions d'euros en 2019, comme ce fut le cas d'ailleurs en 2018. Cette faible dotation est d'autant plus incompréhensible que les crédits prévus par le PLF sont inférieurs à la programmation pluriannuelle. Cette dotation sera très majoritairement consacrée au financement du projet de système d'information unifié des SDIS et de la sécurité civile, le SGA-SGO, projet considéré comme stratégique par le ministère de l'Intérieur. De l'avis général, son montant est toutefois très insuffisant. Il me paraît indispensable que cette dotation soit réévaluée dans les années à venir. Outre un problème de financement, les SDIS risquent de devoir faire face à une transformation récente du droit européen de nature à remettre en cause le modèle français de secours. En effet, à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018 sur un contentieux opposant un sapeur-pompier volontaire belge à la commune de Nivelles, à propos de la rémunération de son service de garde, la directive européenne de 2003 relative au temps de travail pourrait s'appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires français. Cette dernière contient notamment 2 dispositions contraignantes, la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures et le repos journalier de 11 heures consécutives. La Cour de justice de l'Union européenne a ainsi considéré que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être considérés comme travailleurs au sens de la directive et que les périodes de garde sont toujours considérées comme du temps de travail et que les périodes d'astreinte ne peuvent être exclues du temps de travail que dès lors que les contraintes ne sont pas excessives et ne peuvent être assimilées à celles découlant d'un travail. En tout état de cause, le développement et la pérennité du modèle français de distribution des secours, qui repose de façon significative sur les sapeurs-pompiers volontaires, constitue un enjeu majeur pour la sécurité civile. 79% des sapeurs-pompiers français sont des volontaires et leur proportion peut aller jusqu'à 90% dans les départements les moins peuplés. L'application de la directive aux sapeurs-pompiers volontaires français entraînerait un accroissement de moitié du coût des services d'incendie et de secours, soit 2,5 milliards d'euros, de nature à remettre en cause le modèle français de secours. La préservation du statut de sapeur-pompier volontaire appelle une initiative forte de la part du gouvernement français vis-à-vis de la Commission européenne. C'est là un des principaux points d'interrogation, Monsieur le Ministre, sur lequel nous souhaiterions vous entendre. Le budget 2018 est aussi marqué par la poursuite du déploiement du SAIP, dont les choix stratégiques fortement contestables ne sont toujours pas remis en cause. Je vous avais alerté, par le biais de mon rapport d'information, du fait que ce rapport concentrait près de 80% des crédits prévus au volet sirène, alors même que leur impact apparaît beaucoup plus faible que celui de la téléphonie mobile, qui ne bénéficiait pourtant que de 3% des crédits consommés ou prévus pour ce projet. Après un an de fonctionnement et à la suite des recommandations formulées dans mon rapport, l'application smartphone, dont j'avais relevé les insuffisances, a fait l'objet d'une évaluation par l'inspection générale de l'administration et a finalement été abandonnée le 29 mai 2018 sans qu'aucun projet de remplacement ne soit prévu. Le volet téléphonie mobile aura ainsi coûté 1,6 million d'euros sans faire preuve de la moindre utilité. Il me semble nécessaire de procéder à une réorientation stratégique plus large de ce projet avant que l'affectation des crédits de la phase 2, qui débute en 2020, ne soit effectuée. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Philippe Paul, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour le programme Gendarmerie nationale pour 3 minutes. Chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'ouverture de mon propos, je souhaite en tout premier lieu rendre hommage à l'action des gendarmes qui, dans un contexte souvent difficile, ont accompli en 2018 leur mission avec une grande conscience professionnelle. En attestent les succès obtenus dans la lutte contre la délinquance du quotidien, avec la baisse des cambriolages, mais aussi dans la prévention du terrorisme, avec une montée en puissance du renseignement opérationnel, désormais étroitement associé au renseignement territorial. La gendarmerie a également su affronter des crises de grande ampleur, montrant qu'elle était en mesure de fournir au ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec les autres forces de sécurité, mais aussi avec les élus locaux, une réponse adéquate aux défis souvent difficiles auxquels elle est confrontée.
L'évacuation maîtrisée de Notre-Dame-des-Landes au mois d'avril témoigne de sa compétence et de sa capacité d'adaptation, tout comme son intervention aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma à l'automne 2017. Je souhaite aussi mettre en évidence le rôle important des membres de la réserve opérationnelle, en particulier lorsqu'ils apportent une aide précieuse aux collectivités locales pour le bon déroulement de certains événements. C'est pourquoi le fait que la régulation budgétaire de 2018 ait conduit à une réduction de 900 emplois de réservistes jusqu'en septembre dernier a constitué un handicap très sérieux pour le bon accomplissement des missions de la gendarmerie. Il est d'autant plus nécessaire de souligner le travail accompli que, comme l'ont montré les travaux de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, les conditions d'exercice du métier sont difficiles du fait de relations souvent tendues avec certains publics, de tâches administratives de plus en plus lourdes et d'une procédure judiciaire devenue trop complexe. Il serait imprudent de croire que la gendarmerie est protégée contre les crises par son statut militaire. Il était donc important et nécessaire que le budget pour 2019 soit à la hauteur. À nos yeux, ce n'est malheureusement pas le cas. En effet, nous ne relevons pas d'amélioration réelle des moyens de fonctionnement, seulement 2800 véhicules légers à acquérir, si toutefois les crédits ne sont pas gelés alors que les besoins sont criants dans les brigades. Nous ne constatons pas non plus de nouvel investissement dans les véhicules lourds et aériens. Enfin, le plan de rénovation de l'immobilier présenté est très insuffisant par rapport aux besoins réels. Ce n'est pas suffisant pour éloigner le risque d'une crise de grande ampleur au sein de l'institution. Aussi, en cohérence avec l'ensemble de ces observations, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a donné un avis défavorable sur les crédits du programme 152 pour 2019. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Yannick Vaugrenard, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour le programme Gendarmerie nationale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux d'abord constater que nos forces de sécurité sont une fois de plus soumises à rude épreuve depuis quelques semaines, comme cela a été rappelé cet après-midi. Elles doivent quotidiennement affronter des agressions de la part de personnes ou de groupes extrémistes organisés. Les travaux de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure l'ont démontré, la situation est grave. Il est indispensable que la nation consente un effort important pour éviter une crise profonde, aussi bien au sein de la police nationale qu'au sein de notre gendarmerie. Dans ce contexte, je réaffirme mon soutien et ma reconnaissance au service de nos gendarmes, que nos gendarmes rendent chaque jour à la nation avec courage, sang-froid et abnégation. Or, à l'issue d'une analyse des crédits de la gendarmerie pour cette année, pour l'année 2019, il me faut malheureusement constater que le compte n'y est pas. S'agissant des moyens de fonctionnement courants et des véhicules, les crédits prévus stagnent et ne sont pas à la hauteur des enjeux. S'agissant de l'immobilier, ce n'est pas un plan de 100 millions d'euros, mais de 300 millions par an qui serait nécessaire pour rattraper un retard accumulé et pour retrouver des conditions de vie décentes pour le gendarme, mais aussi pour leur famille. En outre, la stratégie d'ensemble fait défaut. Si l'on souhaite préserver les capacités opérationnelles de la gendarmerie, il faut aujourd'hui élaborer un plan global de remise à niveau en mettant clairement en regard les missions et les moyens correspondants sur une base pluriannuelle. Dès lors, Monsieur le Ministre, n'est-il pas temps d'envisager une nouvelle loi de programmation pluriannuelle des forces de sécurité, en parallèle en quelque sorte à la loi de programmation militaire? Au-delà des crédits, il faut aussi retrouver le sens de la mission, qui consiste avant tout pour les gendarmes par une présence sur le terrain auprès de nos concitoyens, conformément d'ailleurs à l'ambition de la police de sécurité au quotidien. Alors que la directive européenne sur le temps de travail a fait perdre l'équivalent de 4 000 emplois à la gendarmerie, il est impératif de mettre réellement fin aux tâches indues pour redonner des marges de manœuvre et atteindre cet objectif de retour de proximité. Enfin, nous avons noté que le ministère de l'Intérieur s'est engagé dans la création des directions générales des achats et du numérique. Celles-ci absorberont certains services préexistants de la police et de la gendarmerie. Il est important d'opérer des mutualisations. Faisons cependant attention à préserver ce qui fonctionne bien. Je pense notamment aux innovations remarquables accomplies au sein de la gendarmerie nationale dans le domaine du numérique. Globalement, les crédits proposés ne sont pas à la hauteur des exigences désormais imposées à nos forces de sécurité. Ils ne sont pas à la hauteur nécessaire pour répondre
au malaise constaté. C'est pourquoi nous voterons contre le projet de budget gendarmerie nationale tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Henri Leroy, rapporteur pour avis de la Commission des lois pour les programmes police nationale, gendarmerie nationale et sécurité et éducation routière. 3 minutes, chers collègues. Je sais bien, mais malheureusement, ça n'est pas moi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la Commission des lois partage le constat présenté par notre collègue rapporteur de la Commission des finances, à savoir, en dépit d'une augmentation des crédits alloués à la sécurité, la trajectoire financière du projet de loi de finances pour 2019 demeure déséquilibrée et insuffisante au regard de la situation particulièrement dégradée des forces de sécurité. Cette année encore, votre gouvernement a fait le choix de mettre l'accent sur le renforcement des effectifs. En 2019, ce seront 1735 emplois qui seront créés dans la police et 643 dans la gendarmerie. Ces créations suffiront-elles à améliorer la présence des forces sur le terrain, à permettre le déploiement de la police de sécurité du quotidien et plus largement à faire face aux défis sécuritaires auxquels la France est confrontée? Je ne le crois pas, j'en suis même persuadé. L'augmentation des effectifs que vous envisagez, 10 000 policiers et gendarmes en 5 ans, est à la fois optique et inefficiente. Optique car elle parviendra à peine à compenser la baisse de capacité opérationnelle engendrée par l'application de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, qui nécessite de mobiliser, selon les informations qui m'ont été communiquées, plus de 8 000 équivalents temps plein dans les deux forces. Inefficiente car il est probable que cette hausse des effectifs n'exercera aucun effet de levier si elle n'est pas accompagnée de réformes structurelles d'ampleur. Comment, en effet, espérer améliorer la lutte contre la délinquance dans les territoires les plus difficiles, alors même que la police peine à maintenir ses agents les plus expérimentés? Comment renforcer la présence de nos forces de l'ordre sur le terrain alors qu'elles sont absorbées par des tâches administratives et procédurales nombreuses, complexes et fastidieuses? Aucune augmentation d'effectifs ne portera ses fruits si elle n'est accompagnée d'une amélioration de conditions de travail des policiers et des gendarmes qui se sont profondément dégradés au cours des dernières années et qui pèsent sur leur efficacité comme sur leur morale. Or, à cet égard, le budget présenté par le gouvernement n'est à la hauteur ni des annonces ni des besoins. En effet, la forte augmentation des dépenses de personnel se fait cette année encore au détriment des crédits de fonctionnement et d'investissement, dont la part ne cesse de se réduire dans le budget global. Je déplore tout particulièrement la baisse des crédits d'investissement qui constitue, ne nous en cachons pas, la variable d'ajustement de ce budget. Les efforts que vous annoncez, Monsieur le Ministre, ne se traduisent pas dans les chiffres. Vous réduisez les dépenses de formation alors même que le nombre de recrues n'a jamais été aussi important. Vous prévoyez l'acquisition de 3 000 véhicules pour la police, mais 8 000 sont maintenus en service alors qu'ils remplissent des critères de réforme. Vous programmez 105 millions d'euros pour la remise à niveau des casernes de gendarmerie, alors même que cette dernière évalue ses besoins à 300 millions d'euros par an. Ce que revendiquent à l'unanimité les forces de sécurité, ce n'est pas tant le renforcement des effectifs, mais plutôt l'amélioration de leurs conditions matérielles de travail. À quoi bon, en effet, augmenter les effectifs si nos policiers et nos gendarmes manquent de moyens, d'équipements et de munitions? Force est de constater, Monsieur le Ministre, que vous avez choisi la stratégie inverse. Aussi, la Commission des lois a-t-elle émis un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission sécurité prévus par le projet de loi de finances pour 2019. Merci. La parole est à la présidente Catherine Troendler, rapporteure pour avis de la Commission des lois pour le programme Sécurité civile pour 3 minutes. Chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'associe en tout point au constat et au questionnement de notre excellent collègue Jean-Pierre Vogel. Le budget de la sécurité civile pour 2019 ouvre dangereusement la voie d'une sécurité civile à 2 vitesses, avec d'un côté des crédits importants alloués à juste titre, bien sûr, aux moyens de la sécurité civile d'État, et de l'autre, une sécurité civile territoriale laissée en marge. S'agissant de la sécurité civile d'État, les crédits sont mis au service de priorités identifiées les années précédentes et que nous partageons. Le renouvellement, la rénovation et le maintien en conditions opérationnelles de la flotte aérienne, le renforcement des capacités de déminage
et le développement de différents systèmes de communication. S'agissant de la sécurité civile territoriale, il est vrai que les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, sont principalement financés par les collectivités territoriales, départements en tête. Pour autant, la loi de finances devrait prévoir les adaptations fiscales et les concours ciblés nécessaires à leurs investissements qui sont en baisse depuis plusieurs années. L'explication de cette baisse est simple et nous la connaissons tous. La contraction des moyens budgétaires des départements se conjugue avec une augmentation des dépenses de fonctionnement des SDIS en lien direct avec l'augmentation de leur activité, notamment en matière de secours à personne. Sur le plan budgétaire, il est inadmissible que les économies réalisées par l'État avec la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance versée aux sapeurs-pompiers volontaires soient détournées cette année encore, alors qu'il avait été décidé de les sanctuariser pour financer des investissements des SDIS. Fixé à 25 millions d'euros dans la loi de finances pour 2017, le montant de la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS a été réduit à 10 millions d'euros dans la loi de finances pour 2018. Il en sera malheureusement de même en 2019. Mes chers collègues, il s'agit d'une véritable perte sèche pour la sécurité civile des territoires. Sur le plan fiscal, je souhaite vivement que l'Assemblée nationale conserve la mesure prévoyant le remboursement aux SDIS d'une partie de la TICPE versée sur le gazole que le Sénat a adopté à l'unanimité sur ma proposition. Enfin, il importe que le gouvernement publie rapidement le décret nécessaire à la mise en œuvre effective de la gratuité des péages autoroutiers pour les véhicules de secours en intervention, prévue il y a bientôt un an par la loi de finances pour 2018. Ces raisons ont conduit la commission des lois à donner un avis défavorable à l'adoption des crédits du programme. Elles me conduisent aussi à vous poser une question, Monsieur le Ministre. Quelles mesures allez-vous enfin mettre en œuvre pour soutenir nos services départements d'incendie et de secours? Je vous remercie. Merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir. La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'examen de la mission sécurité intervient cette année dans le cadre d'une actualité brûlante. Une fois encore, nos forces de sécurité intérieure, en particulier CRS et gendarmes mobiles, sont en première ligne pour protéger nos concitoyens. En première ligne aussi pour protéger nos institutions, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure dans cet hémicycle, notamment contre des individus qui ont fait preuve d'une violence inouïe lors des dernières semaines. Notre groupe rend hommage à leur sang-froid, à leur courage et à leur engagement. Nous adressons aussi nos vœux de prompt rétablissement aux fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie qui ont été blessés, parfois gravement, lors des dernières manifestations. L'examen des crédits de la mission sécurité est l'occasion d'évoquer la situation dramatique dans laquelle nos forces doivent maintenir l'ordre. Le contexte actuel est particulièrement révélateur. Depuis 2015, la pression sur leurs épaules n'a cessé de croître, notamment avec le contexte terroriste et l'état d'urgence qui l'accompagnait. Aujourd'hui, plus que jamais, on en a eu l'illustration. Nos forces de l'ordre, dans cette ambiance insurrectionnelle, se trouvent démunies et à bout de force. Et les chiffres le prouvent, uniquement à Paris, c'est 23 forces de l'ordre blessées pour la journée du 1er décembre. Ainsi, des efforts doivent être faits pour le budget de la mission sécurité. Si les crédits des programmes police nationale et gendarmerie nationale augmentent, les problèmes connus par les forces de sécurité intérieure ne sont pas pour autant résolus. En effet, la hausse des dépenses correspond très largement à celle du personnel, accentuant ainsi le ratio dépenses de personnel sur l'ensemble des crédits en le portant à 89,39% pour la police et à 84,39% pour la gendarmerie. Or, ces augmentations de personnel depuis 2013 ne sont pas la seule priorité. Lorsqu'on se compare à nos voisins européens, on se rend compte que la France ne souffre pas d'une sous-dotation en effectifs. Ces effectifs sont d'ailleurs encore trop mobilisés sur des tâches indues, telles que la garde de bâtiments préfectoraux, l'assistance aux opérations funéraires, etc. Ces dernières mobilisent l'équivalent de 6 000 équivalents temps plein travaillés, soit 4,1% du total des missions de la gendarmerie et 9% pour la police. Il convient de poursuivre la lutte contre celle-ci.
Si les avancées significatives ont pu être réalisées, de grands chantiers restent à conduire. La priorité est de redonner aux forces de l'ordre des moyens matériels décents pour les accompagner dans leurs actions. Cela passe tout d'abord par le devoir de réinvestir dans le patrimoine immobilier des deux corps. En effet, pour la gendarmerie nationale, les crédits prévus sur les années 2018-2020 s'approcheraient environ de 450 millions inférieurs aux besoins identifiés, contre 650 millions d'euros pour la police nationale. Cette priorité passe aussi par la nécessité d'accroître les dépenses de fonctionnement et d'équipement. Si des avancées ont pu être constatées, elles restent très largement insuffisantes. Plusieurs points noirs ont d'ailleurs pu être dégagés par le rapporteur spécial, celui de la formation continue, des crédits d'équipement et notamment de l'accès aux munitions. Le parc automobile, vieillissant et inadapté aux missions des forces de l'ordre, est un très bon reflet de la situation dans laquelle la gendarmerie nationale et la police nationale se trouvent. La Cour des comptes a d'ailleurs déterminé que cela constituait une des principales préoccupations relatives à l'équipement des forces de sécurité intérieure. Par surcroît, une bombe à retardement grossit dans la police nationale. C'est celle des heures récupérables. Fin 2017, le stock des heures supplémentaires à apurer s'élevait à 21 millions, s'évaluant à 271 millions d'euros en 2018. Le rachat ne pouvant être effectué que pour les CRS. Il s'agit, pour reprendre les mots du directeur général de la police nationale, d'une véritable épée de Damoclès opérationnelle. En effet, elles ont vocation à être récupérées avant le départ à la retraite, sous forme de congés, et ne menant donc pas au remplacement de ces fonctionnaires durant cette période. Ainsi, un trou opérationnel est à prévoir. Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, si un rachat de ces heures ne pouvait pas être envisagé pendant que la situation est encore soutenable. C'est donc pour ces raisons que le groupe de l'Union centriste ne votera pas le budget de la mission sécurité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Dany Wattebled pour le groupe Les Indépendants pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au regard des besoins des forces de sécurité qui sont indispensables, renforcement de la lutte contre le terrorisme, mise en place de la police de sécurité du quotidien, le budget de la mission sécurité de 2019 est un budget en trompe-l'œil, augmentant seulement de 1,67%, soit un peu plus de 300 millions d'euros par rapport à 2018. Comme en 2018, l'accent est mis bien sûr sur l'augmentation des effectifs, et c'est dit par des collègues, avec la création de plus de 2300 emplois dans la police et la gendarmerie. Toutefois, ce nécessaire renforcement des effectifs, s'il n'est pas accompagné d'un important redressement des crédits d'équipement et des moyens de fonctionnement des forces de l'ordre, ainsi que des réformes structurelles adéquates, ne sera pas en mesure de provoquer un véritable effet de levier pour renforcer sur le terrain la présence des forces de sécurité. Cette hausse apparaît également très insuffisante au vu des violences urbaines récurrentes auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées et eu égard aux agressions dont elles font l'objet. Je veux parler d'un phénomène nouveau que l'on désigne par l'expression Black Bloc, ou encore les faits récents qui sont déroulés en marge des manifestations et des événements des Gilets jaunes. Ces hausses d'effectifs semblent en effet servir de prétexte pour dissimuler un manque de vision politique et une pénurie organisée, car sur la totalité de la mission, les dépenses d'investissement, eux, diminuent de près de 47%. Dès lors, pourquoi augmenter les forces de police, les forces de l'ordre, si les moyens et les équipements ne suivent pas? De plus, Monsieur le Ministre, je voudrais attirer votre attention sur les grands oubliés de votre ministère, les sapeurs-pompiers, dont les agressions et interventions augmentent de façon intolérable, plus 18% entre 2015 et 2016, et voient leur marge budgétaire un peu réduire de façon dangereuse. Enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais également évoquer la question de la gratuité des autoroutes, comme on l'a rappelé, pour les véhicules d'intérêt général prioritaire en intervention, notamment ceux des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie. L'année dernière, cette gratuité avait été décidée, mais aujourd'hui, rien n'a changé faute de décret d'application. Ceci est tout simplement inadmissible. D'autant plus inadmissible que ce budget laisse en marge la société civile territoriale au moment où les départements et les intercommunalités se heurtent à de graves difficultés financières. Bien sûr, les SDIS sont financés principalement par les collectivités territoriales.
Le projet de loi de finances pour 2019 ne prévoit pas les adaptations fiscales et les concours ciblés nécessaires à l'amélioration de leur investissement, comme l'a signalé notre collègue rapporteur pour avis du programme Sécurité civile, Madame Catherine Troendlé. Avant de conclure, je veux rendre un hommage à cette tribune aux hommes et aux femmes qui, tous les jours, souvent au risque de leur vie, assurent notre sécurité et saluer ici leur engagement au service des citoyens. Également saluer les sapeurs-pompiers, dont les interventions de secours à la personne ont considérablement augmenté, 40% au cours de ces 10 dernières années. Bien sûr, en raison de l'affaiblissement du maillage territorial du système de santé. Les sapeurs-pompiers sont devenus aujourd'hui un dernier recours dans certains quartiers urbains, mais aussi également et surtout dans les zones rurales touchées de plus en plus par une désertion médicale. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de budget n'apporte ni à la police ni à la gendarmerie nationale les moyens matériels et humains à la hauteur de leur mission et de leur niveau de sollicitation. Ce budget ne prend pas également en compte la pleine mesure de la dégradation du contexte sécuritaire dans notre pays. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants ne votera pas les crédits de la mission sécurité du projet de loi de finances pour 2019. La parole est à la présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste républicain citoyen écologie pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela fait maintenant de nombreuses années que les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste dénoncent les conditions de travail déplorables de nos forces de sécurité intérieure. Je le rappelais il y a peu en tant que membre de la commission d'enquête sénatoriale sur le sujet. Le décalage est grand, en effet, entre les priorités nettes des gouvernements successifs en matière de sécurité publique, qui ont donné lieu à de nombreuses lois globalement répressives et les moyens concrètement alloués à nos services de police et de gendarmerie. Conformément aux annonces du gouvernement, le présent projet de loi de finances s'inscrit dans la tendance d'augmentation des effectifs constatée depuis 2013, avec le financement de 2378 équivalents temps plein en 2019 pour les deux programmes police nationale et gendarmerie. Hausse positive, bien évidemment, mais qui vient hélas nourrir un déséquilibre important entre dépenses de personnel et ensemble des crédits. Comme le relève le rapporteur spécial de la Commission des finances sur cette mission, cette évolution positive du schéma d'emploi intervient alors même que les comparaisons internationales ne témoignent d'aucun sous-dimensionnement des forces de sécurité intérieure de notre pays et surtout, alors même qu'en parallèle, le parc automobile est marqué par une augmentation continue de l'âge moyen des véhicules et une dégradation de leur état. En outre, le parc immobilier des forces de sécurité intérieure devrait constituer une préoccupation majeure pour le gouvernement. C'est également ce que révélait il y a peu l'enquête sénatoriale précitée. Mais au-delà des données quantitatives et des questions de fonctionnement et d'investissement, il apparaît urgent de réfléchir enfin à la doctrine d'emploi que nous souhaitons pour nos forces de sécurité intérieure, notamment dans le but de renouer le lien entre forces de l'ordre et population. Nous ne cessons de le répéter, mais nous sommes convaincus qu'il s'agit là de la seule issue possible pour améliorer cette relation et pour que l'État assure son autorité en toute légitimité. La gestion de la crise actuelle lors des manifestations des Gilets jaunes est pour nous révélatrice de l'état de désœuvrement dans lequel sont plongés nos agents de police, obéissant à des ordres qui semblent parfois contestables. Tout en condamnant, je l'ai encore fait cet après-midi, sévèrement les violences et les dégradations, je l'ai fait donc cet après-midi, je l'ai fait à moult reprises. Nombre de ces agents estiment que la meilleure façon de mettre fin aux violences dans les manifestations est d'accéder aux revendications légitimes des manifestants que d'ailleurs beaucoup d'entre eux, ces agents, partagent, habités par la même colère sociale, se sentant eux aussi laissés pour compte. Ainsi, un syndicat de policiers déclarait hier, je cite, « Nous, salariés du ministère de l'Intérieur, sommes impactés par la baisse du pouvoir d'achat à travers le gel du point d'indice pour les fonctionnaires et l'absence de coup de pouce pour le SMIC pour les contractuels, par l'injustice fiscale et plus largement par la politique de modération salariale que nous subissons toutes et tous depuis plus de 20 ans. Pour nous, poursuivent-ils, le gouvernement doit entendre et répondre positivement aux revendications des salariés, retraités, privés d'emploi, étudiants. C'est la seule solution pour retrouver la paix sociale. » Alors bien évidemment, nous partageons pleinement cette analyse
Rappelons d'ailleurs que le rôle des forces de l'ordre n'est sûrement pas d'être le dernier rempart d'un pouvoir politique bloqué, sourd aux revendications populaires, mais bien d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Enfin, je finirai mon propos sur les crédits alloués à la sécurité civile de notre pays. La situation est plus que préoccupante en la matière. Les augmentations de crédits sont ciblées sur les lacunes révélées les années précédentes, soit la flotte aérienne et le renforcement de la capacité de déminage. Mais alors que les départements et les intercommunalités ont de graves difficultés financières, la sécurité civile territoriale continue à être sous-dotée par rapport à la sécurité civile d'État et nous pensons que ceci n'est pas acceptable, encore moins étant donné la situation de crise politique pour la gestion de laquelle eux aussi sont fortement, voire trop sollicités. Pour toutes ces raisons, donc, nous voterons contre ce budget qui ne prend en compte aucune nouvelle doctrine de sécurité pour notre pays à l'heure où l'urgence est à l'écoute des policiers qui sont sur le terrain et des habitants qui souffrent de l'insécurité dans notre pays. La parole est à M. François Grosdidier pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le 19 dernier, j'étais à Ebbes, dans les Ardennes, aux obsèques de Maggie Biskupski, présidente de l'Association des policiers en colère. Elle était la 33e policier à mettre fin à ses jours en 2018, comme 31 gendarmes. En m'embrassant, sa maman m'a dit « Ma fille demandait si peu ». Oui, lui ai-je répondu, si peu et si juste. Des conditions matérielles minimales, un peu de considération et de respect, du soutien moral et juridique que doit tout employeur à ses employés. Il faut écouter les policiers qui souffrent plutôt que d'envoyer l'IGPN aux policiers qui expriment cette souffrance. Place Beauvau, on met depuis trop longtemps la poussière sous le tapis, vous devez le savoir, Monsieur le Ministre. C'est bien de cultiver le secret, c'est même indispensable à la DGSI. C'est moins bien de dissimuler la réalité, au risque de se mentir à soi-même et parfois aux autres. Au sein de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, nous n'avons rien dissimulé de la réalité, ni même de nos responsabilités antérieures. RGPP, pression par les chiffres pour la droite, faiblesse pénale et sous-investissement pour la gauche, et puis il y a eu la vague terroriste, la vague migratoire, l'euro, les manifs contre la loi travail. Bref, le problème n'est pas les responsabilités antérieures, c'est la situation d'aujourd'hui. Certaines solutions n'appellent pas de moyens financiers, mais de la volonté politique. D'autres attitudes morales, des déblocages idéologiques, des révolutions culturelles. La première, c'est certainement celle du management dans la police nationale. Je n'aurai pas le temps de m'y étendre, mais notre rapport en dit beaucoup. Révolution culturelle, déblocage idéologique et volonté politique pour apporter enfin une réponse pénale adaptée. Policiers et gendarmes courent de plus en plus de risques pour pas grand-chose ou pour rien, et cela les mine. Ils sont dévorés aussi par la lourdeur et la complexité de la procédure pénale qui mange les 2/3 de leur temps. En 5 ans, vous créerez péniblement 7500 postes de policiers et 2500 de gendarmes, en grande partie gommés, on l'a dit, par la vacation forte ou la directive européenne temps de travail. Vous en gagnerez des dizaines de milliers en allégeant drastiquement la procédure pénale. Mais là, ce n'est pas Bercy qui commande, c'est la place Vendôme. Et le projet de loi sur la justice, c'est seulement 1/5 de ce qui était attendu. Une timide numérisation, l'oralisation était exclue, on l'a réintroduite au Sénat par amendement, l'Assemblée nationale pour l'instant l'a maintenue, j'espère que ça tiendra. Comme disait Nicolas Hulot, que le gouvernement se mentait à lui-même et donc aussi aux autres, ce budget est en trompe-l'œil. Nos rapporteurs en ont fait parfaitement la démonstration. Ce budget ne résorbera pas le stock des 22 millions d'heures supplémentaires impayées qui vont continuer à augmenter. Ce budget ne répond pas au déficit de formation. Ce budget ne résorbe pas les dizaines de millions d'euros d'arriérés de loyers dus aux collectivités qui logent les gendarmes tellement mieux que l'État qui pourtant désigne les collectivités du doigt. Nous avons vu comment l'État loge ses gendarmes, par exemple à Satory, dans des appartements indignes, insalubres, sans double vitrage, avec des baignoires sabots des années 50 et des installations électriques non conformes. Aussi dangereuses que ces voitures qui ne passeraient pas le contrôle technique si elles n'étaient pas sérigraphiées. Vous vous apprêtez à envoyer samedi prochain les blindés de la gendarmerie, 45 ans d'âge. Je me souviens, quand j'étais gamin, je jouais avec un VBRG Solido. C'est dire qu'ils ne sont pas jeunes. Eh bien, les hélicoptères vieillissent aussi.
et c'est très dangereux de dire un aéronef qui tombe en panne. Et les équipements les plus modernes manquent. Sérieusement, nous en avons parlé mardi au sujet des forces mobiles. La violence dont elles sont victimes et le courage dont elles font preuve nous obligent. Alors je pourrais encore parler des manteaux qui manquent aux jeunes gendarmes pour affronter l'hiver ou des munitions qui manquent simplement pour faire les tirs réglementaires. Votre budget n'y répond pas. Les crédits de paiement augmentent, oui, mais moins que l'inflation. Le parc automobile va continuer à vieillir, le parc immobilier à se dégrader, l'équipement indispensable a manqué, le stock d'heures supplémentaires a augmenté. Vous ne pouvez pas, certes, en un an ou deux, rattraper une décennie, voire deux, de retard et de manquement. Mais vous les aggraverez en 2019. Au mieux, vous les stabiliserez. Il vous faut prendre dès 2019 un rythme qui permette d'atteindre le niveau minimum nécessaire aux missions que la nation confère à ses forces de sécurité. Pour leur ouvrir cette perspective, pour leur redonner le moral, pour sécuriser ces moyens, il faut une loi de programmation pour la sécurité intérieure, à l'instar de la loi de programmation militaire. Même si le montant des investissements est sans commune mesure, ils sont aussi indispensables à la sécurité des Français et, je le dis cette semaine avec une gravité particulière, non pas à la protection du pouvoir, mais à la protection de la République, dont elles sont le seul rempart. Or, vous ne fournissez pas à nos forces les moyens nécessaires et vous ne le ferez pas en 2019. Alors, nous ne ferons pas semblant d'y croire et nous voterons contre ce budget en trompe-l'œil. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la difficulté de l'exercice tient au fait que plus on avance dans la soirée, plus on est en quelque sorte condamné à redire les mêmes choses. Monsieur le Ministre, et le point qui m'apparaît tout à fait significatif ce soir, c'est la grande convergence des interventions. Bien sûr, la hausse des effectifs se poursuit par rapport à l'année dernière, puisqu'il y aura 2260 emplois de plus, 1735 policiers et 632 gendarmes. Le président de la République a annoncé pendant la campagne électorale 10 000 effectifs de policiers et de gendarmes de plus pendant le quinquennat. Je rappelle que pendant le quinquennat précédent, 9 000 emplois avaient été créés. Mais pour être tout à fait juste, mon cher monsieur Grosdidier, qui parliez de la dernière décennie, il ne faut jamais oublier que de 2007 à 2012, vous voyez, je pense aux deux... Oui, mais je pense aux 2 dernières décennies. Personne ne m'empêchera de rappeler que de 2007 à 2012, il y a eu 13 720 postes de moins, 6 930 postes de policiers et 6 730 postes de gendarmes. Je ne remonterai pas aux couches archéologiques, mes chers collègues. Je voulais dire que notre groupe s'est associé à la commission des lois qui n'a pas voté ces crédits parce que le fait que le nombre d'emplois augmente, ce qui est positif, doit être assorti de plusieurs remarques, j'en ferai 3. Premièrement, je crains que l'annonce des 10 000 postes dans le quinquennat soit compromise. Pourquoi ? Parce que dans le projet annuel de performance, le PAP, vous savez, on crée toujours des acronymes nouveaux, eh bien, il n'y a que 832 postes, 824 pour la police, 8 pour la gendarmerie, si l'on tient compte des reports de l'année précédente. Donc, il faudra en effet, comme cela a déjà été dit, un gros effort l'année prochaine et les autres années, si l'on veut, atteindre ces 10 000 postes promis. Deuxième point que je voulais aborder, les charges indues. Je sais que c'est toujours un refrain que l'on emploie. Les charges indues, ça doit faire quelques dizaines d'années qu'on en parle. Il s'agit en effet de
profiter des créations de postes pour avoir davantage d'effectifs opérationnels. Malheureusement, il y a un point sur lequel j'ai le sentiment, mais peut-être me démentirez-vous, Monsieur le Ministre, j'en serais heureux, que les choses n'avancent pas comme ça avait été prévu pour la question des transfèrements judiciaires. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines de transfèrements judiciaires tous les mois qui mobilisent d'importants effectifs de police. Un accord a été conclu avec le ministère de la Justice, mais dont nous n'ignorons pas qu'il a aussi des problèmes de personnel et de moyens, de telle manière que cette charge soit effectuée par des personnels du ministère de la Justice. Or, il a été conclu un accord en vertu duquel cela serait achevé en 2019. Je ne vois pas les effets concrets de cette reprise de cette charge, mais peut-être, Monsieur le Ministre, allez-vous me répondre? Je le souhaite en tout cas. Mais surtout, et ce sera la troisième question que j'aborderai, elle est bien connue, Monsieur Leroy en a parlé avec beaucoup de compétences. Le problème, ce sont les investissements, les locaux, les véhicules, le matériel et les crédits d'investissement de la police. Alors la masse salariale augmente et prend une place toujours plus importante dans le budget, mais la réalité, c'est que pour ce qui est des crédits d'investissement de la police, il diminue de 11,7% en autorisation d'engagement et de 18,6% en crédit de programme. Alors mes collègues ont dit déjà l'ancienneté des véhicules, on arrive à 6 ans et 4 mois en moyenne d'ancienneté pour la police et 7 ans et 4 mois d'ancienneté pour la gendarmerie. À l'évidence, on ne peut pas continuer comme cela. Je terminerai comme mes collègues en soulignant, en affirmant notre total soutien et notre totale solidarité à l'égard des policiers et des gendarmes qui sont mis à dure épreuve et en redisant, nous l'avons tous dit, que ce n'est pas la violence qui règle les questions et que cette violence est condamnable. Nous sommes dans un pays, dans une démocratie où on peut parler, où on peut discuter, où on peut s'affronter sans que cela passe par cette violence. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec une augmentation de crédit de la mission sécurité de 3,63% en autorisation d'engagement et de 1,84% en crédit de paiement, le projet de loi de finances 2019 présente, en apparence en tout cas, les signes du redressement du budget des forces de sécurité intérieure. Néanmoins, en dépit de cette progression des crédits, ce budget de la mission sécurité apporte-t-il une réponse suffisante aux difficultés rencontrées par nos forces de sécurité intérieure si fortement sollicitées et auxquelles chacun se doit, ces jours-ci particulièrement, de rendre un hommage appuyé dans la période que nous connaissons. Je souhaiterais aborder plus spécifiquement le programme 152 Gendarmerie nationale et programme 176 Police nationale. Si le budget des forces de l'ordre semble bénéficier d'une certaine consolidation, il n'en demeure pas moins que ce dernier présente des déséquilibres. Oui, ces dernières années, le budget de la mission a connu une augmentation qu'on ne saurait méconnaître. Rappelons que les crédits des programmes Police nationale et Gendarmerie nationale ont augmenté de plus de 18% en actes d'engagement et de 17% en crédit de paiement entre 2010 et 2018. Pour autant, ce budget manque d'ambition au regard en tout cas de la situation dégradée et de la grave insuffisance de programme de l'équipement de nos forces de sécurité intérieure. Au regard aussi des difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure. Et enfin du contexte sécuritaire actuel qui, comme chacun sait, se révèle particulièrement tendu et sur lesquels je ne reviendrai pas ce soir. Concernant la situation dégradée de l'équipement de nos forces de sécurité intérieure, l'état du parc automobile de nos forces est pour le moins préoccupante. C'est une situation marquée par la dégradation de l'état des véhicules ainsi que par l'augmentation continue de leur âge moyen. C'est notamment le cas dans la police où l'âge moyen des véhicules légers est ainsi passé de 2012 à 2018 de 3 ans et 8 mois à 6 ans et 4 mois. Je rappelle d'ailleurs que ce titre,
Un rapport de la Cour des comptes relatif aux équipements de la police et de la gendarmerie en appelait récemment à la nécessaire remise à plat de la gestion du parc automobile. Concernant l'état des parcs immobiliers de la police et de la gendarmerie nationale, Monsieur le ministre, en moyenne, les logements des familles de gendarmes n'ont pas été rénovés depuis 45 ans. 45 ans. Vous le savez, je sais que vous n'ignorez pas cette situation, mais c'est quand même une illustration pénible du déficit d'investissement de l'État en matière immobilière depuis des années. Si la programmation immobilière 2018-2020 annoncée en janvier dernier prévoit le lancement de 76 opérations immobilières nouvelles pour les 3 ans à venir, je regrette vivement que ces annonces ne se traduisent pas par un effort budgétaire significatif sur le plan budgétaire. En 2019, les dépenses de fonctionnement et d'investissement sont identiques à celles de 2007 dans la police. Pour la gendarmerie, ces dernières ont même été réduites de plus de 8%. Je voudrais vous dire que cette évolution préoccupante, elle est préoccupante car la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure repose, outre sur le nombre de personnels actifs, sur de l'aptitude à l'État à équiper et à entretenir ses forces. Enfin, je voudrais souligner les difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure en m'attachant particulièrement à la question de la formation. En 2019, les crédits alloués au financement de la formation des forces de sécurité intérieure s'élèveront à 19 millions d'euros pour la police et à 13 millions d'euros pour la gendarmerie nationale. Par rapport à 2018, ces crédits sont en baisse de 15% pour la police et ils stagnent pour la gendarmerie. Ils ont diminué depuis 2017 de 23% pour les polices nationales et de 1,7% pour la gendarmerie. Eu égard au contexte sécuritaire dégradé et aux défis auxquels les forces de sécurité intérieure sont confrontées, la formation continue, jugée aujourd'hui largement insuffisante dans l'ensemble des professionnels de la gendarmerie et de la police, devrait constituer, à mon sens, une priorité budgétaire. Je rappelle à ce titre que dans son rapport publié en juin dernier, la commission d'enquête sénatoriale qui a été citée à plusieurs reprises ce soir sur l'état des forces de sécurité intérieure relevait qu'en 2017, moins des 2/3 des agents actifs de la police nationale avaient par exemple effectué leur séance réglementaire de tir. Voilà tout un tas de raisons, Monsieur le ministre, voilà pourquoi surtout les crédits de cette mission de sécurité nous paraissent insuffisants au regard en tout cas des enjeux qui nous occupent. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur pour 20 minutes. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc les crédits de la mission sécurité représentent 13,6 milliards, soit près de 80% des crédits du ministère de l'Intérieur. En matière de sécurité intérieure, tout d'abord, pour 2019, la sécurité intérieure bénéficie, comme en 2018, d'un budget sincère, solide, réaliste pour la sécurité intérieure. Car la sécurité est pour le gouvernement, comme elle l'est pour nos concitoyens, une priorité absolue. Les événements d'une extrême gravité qu'a récemment traversé notre pays démontrent encore une fois, si cela était nécessaire, Fortement mobilisé par la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'immigration irrégulière, pendant tous ces derniers mois, nos forces ont aussi été très fortement mobilisées ces dernières semaines sur le terrain de l'ordre public et les uns et les autres, vous l'avez rappelé. Et je voudrais donc à nouveau et à mon tour leur rendre solennellement hommage. Les événements récents soulignent, si cela était nécessaire, toute l'importance des crédits qui sont discutés aujourd'hui. L'importance des enjeux, le gouvernement en a pleinement conscience et c'est bien pourquoi les moyens de la police et de la gendarmerie seront en 2019 à nouveau en hausse très significative de 335 millions, soit une progression de 2,6%. Si l'on prend un peu de recul par rapport à 2015 et pour les deux forces, on constate que les crédits sont globalement en hausse de près de 12%, ce qui représente plus de 1,4 milliard d'euros de crédits supplémentaires. Le message est donc clair, non seulement nous consolidons les efforts passés, mais nous les accentuons. Non seulement les mesures qui étaient hier exceptionnelles et limitées dans le temps, je veux parler des différents plans de remise à niveau du budget des forces de sécurité. Tous ces plans, toutes ces mesures sont pérennisées et inscrites dans la durée. Et puis nous avons accentué cet effort. L'effort budgétaire en faveur de la sécurité est donc confirmé et cela traduit bien, il faut en avoir conscience, une orientation très forte de quinquennat en cours. Avec ces moyens, les engagements pris, ceux du Président de la République lors de la campagne, ceux du gouvernement devant le Parlement, mais aussi vis-à-vis des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour à la sécurité de tous ces engagements seront tenus.
Ce budget pour 2019 de la sécurité intérieure est donc dépourvu de toute surprise. Il est en tout point conforme aux annonces faites et aux engagements pris en matière d'effectifs, d'immobilier, de moyens de fonctionnement des forces ou encore de politique indemnitaire, sociale et salariale. Concernant les effectifs, très rapidement, nous bénéficions de l'affectation dans les unités opérationnelles de tous les personnels recrutés en 2018 au titre du plan de 10 000 recrutements. Ils étaient, je vous le rappelle, au nombre de 2000, mais nous bénéficierons aussi du recrutement de 2500 emplois supplémentaires prévus en 2019. Et nous bénéficierons enfin du concours des réservistes de la Garde nationale. En 2019, le budget pourra nous permettre de consacrer jusqu'à 130 millions dans les deux forces à la réserve de la Garde nationale, qui concerne désormais un vivier de 37 000 volontaires. Après la suppression en 2007 et 2012 de 2519 emplois de policiers et de gendarmes avec ce plan de recrutement, nous avons inversé la tendance pour permettre le renforcement effectif des forces de sécurité sur le terrain. Je rappelle d'ailleurs que ce ne sera qu'à la fin de l'année 2019 que nous aurons reconstitué le vivier d'effectifs du corps des CEA, donc du corps d'encadrement et d'application dans la police nationale, tel qu'il était en 2007. Ce n'est qu'à la fin de l'année 2019 que nous aurons retrouvé le même niveau. J'entends parfois certains dire que le budget d'équipement et de fonctionnement n'a pas été conçu pour aller de pair avec ce renfort humain, mais beaucoup d'entre vous l'ont rappelé. Je veux, mesdames et messieurs les sénateurs, vous rassurer, il n'en est rien. Ce n'est pas la méthode de ce gouvernement et ce n'est pas la matière dont ce plan de recrutement a été conçu. J'en veux pour preuve le fait que dans les crédits, il y a deux mesures bien identifiées, représentant le sac à dos, ce qu'on appelle le sac à dos entre guillemets des recrutements, c'est-à-dire 26 millions d'euros de crédits dans les deux forces. Les policiers et les gendarmes que nous recrutons sont bel et bien, mesdames et messieurs les sénateurs, armés, équipés et installés. Les forces disposent des budgets nécessaires pour cela. Concernant les questions immobilières et d'équipement, les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur l'état des forces de sécurité intérieure l'ont démontré. L'effort doit aussi porter sur le budget d'équipement, d'investissement, de fonctionnement des forces de sécurité. Et c'est précisément ce qui a été entrepris en 2018 comme en 2019. Concernant l'immobilier, des orientations claires ont été données pour la programmation immobilière jusqu'en 2020. Car il faut agir résolument, effectivement, vous l'avez souligné, sur la situation des commissariats de police et des casernes de gendarmerie qui sont parfois très dégradées, faute d'entretien régulier et suffisant par le passé. C'est un axe très important de notre politique. Il faut améliorer les conditions de travail des policiers en intervenant sur la qualité de leur lieu de travail. Comme annoncé, le budget immobilier de la police nationale est donc maintenu à un niveau historiquement élevé, tout comme il l'est dans la gendarmerie. Nous aurons 196 millions d'euros dans la police, c'est-à-dire 5,4% de plus que ce qu'il était en 2017, et 105 millions d'euros dans la gendarmerie, c'est-à-dire 9% de plus qu'elle était en 2017. Cette priorité donnée à l'entretien, à la rénovation et là où c'est nécessaire à des constructions neuves n'exclut pas de mettre en œuvre des projets ambitieux. Je veux ici rappeler les opérations immobilières qui concernent la direction dont a parlé le sénateur M. Grosdidier, la DGSI, avec 20 millions de travaux programmés d'aménagement dans son site, dans une commune dont je ne donnerai pas le nom d'ailleurs, puisque nous le mettons sous le tapis. Et l'objectif, donc 20 millions d'euros pour un troisième site, et l'objectif est de programmer en 2019 les premières études concernant un futur site unique pour la DGSI, plus que jamais d'actualité. Il s'agit clairement du projet immobilier le plus important du ministère de l'Intérieur pour les années qui viennent, pour lequel 450 millions de crédits sont budgétés dans la trajectoire financière du ministère d'ici à 2022. En matière d'équipement, le niveau atteint par le budget 2019 va permettre de donner corps à l'ambition d'avoir une police et une gendarmerie aux ambitions renouvelées, respectées et tirant parti des progrès de la technologie. Il est donc prévu la commande de 5 800 véhicules neufs dans les deux forces en 2019 pour un budget total de 137 millions d'euros. Ce faisant, nous réaliserons l'investissement le plus important depuis ces 8 dernières années, avec plus de 1600 véhicules de plus que la moyenne de ces dernières années. C'est ainsi que nous pourrons véritablement améliorer l'état du parc, faire baisser l'âge moyen des véhicules, qui dépasse, comme certains d'entre vous l'ont rappelé, effectivement, je le confirme, aujourd'hui 7 ans, et organiser la montée en gamme du parc automobile. Pour ce qui concerne l'équipement, le budget 2019 atteindra 143 millions d'euros. Sont concernés bien évidemment des équipements technologiques, je pense à l'équipement des tablettes, des smartphones, à la fois dans la police, à la fois dans la gendarmerie, puisqu'à la fin du premier trimestre de 2019, ce sont 50 tablettes et smartphones Néopol dans la police et 67 000 équipements dans la gendarmerie qui auront été déployés. Donc autant d'équipements qui modernisent l'activité de nos policiers et de nos gendarmes. 10 000 équipements supplémentaires seront acquis dans la police, du reste en 2019 comme en 2020, pour un investissement de 5,4 millions.
Je souligne également donc que le plan de diffusion des caméras piétons se poursuit activement. Et enfin, en 2019, nous avons lancé 2 programmes particulièrement importants que je tenais à souligner. Un plan d'investissement d'équipements technologiques pour la DGSI en matière de renseignement, qui accompagne la montée en puissance d'un autre grand service qui est la DGSE. Et puis, 22,5 millions pour entrer dans la phase opérationnelle du réseau de radio du futur. Donc des efforts conséquents sont faits en matière d'équipement dans les 2 forces, comme vous ne manquerez pas de le noter. En complément de ces projets de modernisation, l'année 2019 marquera la conduite des premières expérimentations de la procédure pénale numérique dans le ressort des TGI d'Amiens et de Blois. Ce programme, porté conjointement avec le ministère de la Justice, est complémentaire de la simplification de la procédure pénale en cours et qui va d'ailleurs nous conduire à rétablir un certain nombre de mesures qui avaient été prévues et qui ont été supprimées ici par votre Assemblée et qui sont autant de mesures qui visent à alléger justement la tâche des policiers et des gendarmes, ce que vous souhaitez comme nous tous ardemment, mais nous allons être contraints de réintroduire un certain nombre de mesures de simplification de la procédure pénale. Vous avez été nombreux à aborder les tâches indues, c'est bien notre priorité, la procédure pénale en fait partie, je le souligne et j'insiste, mais il y en a d'autres et je réponds à la question que m'a posée monsieur le sénateur Sueur. Je confirme que le plan concernant les extractions, non pas les transfèrements, mais les extractions, sera bien achevé. Donc l'objectif, c'est bien de le terminer en 2019. Je vous le confirme. De la même façon, nous avons donc tout un tas d'allègements des tâches indues. Je pense également aux gardes statiques, où l'allègement des gardes statiques va se poursuivre, mais comptez sur nous pour agir sur ce sujet de manière déterminée. Concernant la sécurité civile, j'en viens maintenant aux moyens de la sécurité civile, donc qui augmente de 1,5% pour s'établir à 486 millions. L'objectif dans ce domaine, c'est que le budget de la sécurité civile permette de maintenir et renforcer les termes du contrat opérationnel avec la Nation. L'an passé, vous vous en souvenez, nous avions engagé l'acquisition de 6 avions multirôles Dash pour un budget de 380 millions. L'ensemble du marché a aujourd'hui été engagé et les premières dépenses réalisées. Le premier Dash sera livré dans le courant du premier semestre 2019 et pourrait être engagé dès la saison de feu de l'été prochain. Les 5 autres avions seront livrés chaque année jusqu'en 2022. L'année 2019 sera consacrée à la poursuite de la modernisation des moyens nationaux avec 4,8 millions d'euros de crédits supplémentaires au profit d'une part du service du déminage et d'autre part des formations militaires de la sécurité civile. Nous engagerons enfin en 2019 la phase opérationnelle du chantier de système unifié de gestion des appels d'urgence Nexis, en mobilisant pour cela 10 millions d'euros en provenance de la dotation de soutien à l'investissement des SDIS, dont l'existence est confortée. Ce projet est emblématique de la transformation que nous souhaitons impulser au ministère. Projet de mutualisation, gage d'économie pour les SDIS et leurs financeurs. C'est aussi un projet de modernisation qui assurera l'interopérabilité des systèmes d'information des services de secours avec ceux des SAMU et de la sécurité publique. L'État prendra donc toute sa part dans cet investissement stratégique en créant en 2019 une agence du numérique de la sécurité civile qui lancera les premiers développements applicatifs et procédera à l'acquisition des infrastructures nécessaires à la conduite du projet. Concernant, pour terminer le chapitre de la sécurité civile et pour répondre à la question qui m'a été posée, je confirme que sur le sujet de la directive du temps de travail, la jurisprudence de la Cour européenne, je vous confirme que le gouvernement a engagé plusieurs chantiers sur des terrains divers et variés, dont celui d'exploiter les dérogations qui sont le champ des dérogations offerts par cette directive et éventuellement, le cas échéant, d'engager une modification de textes européens. Mais je vous confirme bien que notre volonté est bien intacte. Nous l'avons exprimé plusieurs fois devant vous. Nous souhaitons, bien évidemment, modifier cet état de fait, cet état des choses, et qui pour l'instant ne nous est pas reproché, je le rappelle quand même également. Et nous sommes par ailleurs en train d'examiner le pourcentage des sapeurs-pompiers volontaires qui seraient concernés par ce texte. Nous sommes en train d'affiner ce chiffre. Voilà, mais comptez sur nous pour engager sur tous les terrains et tous les champs du possible des actions pour contourner cette jurisprudence et faire en sorte qu'elle ne s'applique pas et qu'elle ne vienne pas remettre en cause le modèle des sapeurs-pompiers volontaires tel qu'il existe dans notre pays. Je conclurai mon propos, pour respecter l'échéance fixée à minuit et demi, je conclurai mon propos en évoquant les moyens
moyens des politiques de sécurité routière. L'importance humaine de cette politique est grande, à la hauteur de la fragilité des résultats obtenus année après année. Voilà pourquoi il est important en ce domaine également de disposer d'un budget à la hauteur des enjeux. À cet égard, le PLF pour 2019 permettra d'assurer le financement des mesures décidées lors du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier dernier, qui vise à nous permettre de faire baisser la mortalité routière en deçà de 2000 morts par an. En augmentant de 32 millions le plafond des crédits du compte d'affectation spéciale utilisé pour financer les structures et dispositifs de sécurité routière, en assurant à hauteur de 36 millions le financement des mesures d'accompagnement décidées par le Premier ministre à la diminution de la vitesse autorisée sur le réseau national secondaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je retiens du budget de la mission sécurité, qui est en tout point un bon budget, un très bon budget, matérialisant combien la sécurité compte pour la seconde année consécutive parmi les priorités du gouvernement. Beaucoup d'entre vous connaissent les politiques de sécurité, à force de travail parlementaire, de rapports d'analyse. Je sais que vous saurez mesurer combien l'effort est grand, combien il est également important que le niveau des crédits atteints en 2019 soit une base pérenne et consolidée sur laquelle nous appuyer pour mettre en œuvre les politiques de sécurité. Quelques mots rapides pour répondre à certaines de vos préoccupations. Je pense notamment à ce qui a été dit sur les agressions concernant les pompiers. Rappelez qu'il existe dans tous les départements des protocoles et nous veillons à leur application avec les services de police et les services de gendarmerie pour accompagner les interventions des sapeurs-pompiers dans les terrains difficiles, que nous allons veiller à mettre en œuvre l'expérimentation des caméras piétons, qui est aussi très attendue par la profession. Un mot également pour souligner et pour répondre à Madame Assassi qui semblait dire que nous n'avons pas de doctrine, un budget. C'est aussi une doctrine. Ce gouvernement a lancé un certain nombre de doctrines. J'en ai été le premier témoin dans mes fonctions précédentes avant d'entrer au gouvernement en matière de lutte antiterroriste. C'est vrai en matière de police de sécurité du quotidien. Oui, c'est notre objectif de rapprocher la police et la population. C'est ce que nous faisons au quotidien. Et nous laissons d'ailleurs beaucoup d'initiatives par rapport à ce qui s'est fait dans le passé aux échelons territoriaux pour construire cette politique, cette construction, ce partenariat entre nos forces de sécurité et l'ensemble des acteurs de la sécurité sur le territoire. Monsieur Arnel, d'ailleurs, a rappelé parfaitement ce qu'étaient ces différentes doctrines. Je ne reviens pas sur le continuum de sécurité. Ce budget, il est incarné par une vraie doctrine. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de doctrine derrière la volonté de faire augmenter nos budgets. Monsieur le sénateur Grosdidier, oui, le suicide, je vous confirme, c'est bien une de nos préoccupations. Il y a un plan d'action et de suivi des suicides dans la police nationale et dans la gendarmerie. Croyez bien que nous y veillons, mais je ne souhaite pas qu'il soit dit à cette tribune que l'IGPN soit mêlé à tout cela. L'IGPN a une mission très claire, c'est celle d'assurer la déontologie dans la police nationale. Les policiers le savent, c'est vrai qu'ils sont soumis dans l'exercice de leur mission à une contrainte forte. On peut voir l'inspection générale de la police nationale intervenir, mais je ne souhaite pas qu'un lien ou un raccourci trop rapide soit fait entre les suicides dans la police nationale et le fait que l'IGPN puisse diligenter un certain nombre de missions. En tout cas, je puis vous assurer que la prévention du suicide dans la police nationale et dans la gendarmerie est bien une de nos priorités. Une petite remarque, puisque j'ai entendu les uns et les autres parler parfois de la formation. L'investissement en matière de formation, il est stable. Je ne sais pas d'où vous sortez les chiffres que parfois vous avez pu énoncer à cette tribune. Par exemple, pour la police nationale, le plan de formation est stable cette année, en 2019, par rapport à 2018. Sur les tâches indues, je me permets de revenir sur la procédure pénale. Vraiment, nous avions un projet qui était ambitieux, audacieux, et il a été un peu détricoté. Il va falloir le retricoter à l'Assemblée nationale. Et vraiment, c'est quelque chose d'important pour les policiers, la procédure pénale. Vous marquez beaucoup d'attention et je vous en remercie au travail et aux tâches indues des policiers nationaux. Mais la procédure pénale, c'est quelque chose qui nous le demande tous les jours quand nous leur rendons visite dans les commissariats avec Christophe Castaner. Et nous y allons, comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, très très souvent. Voilà ce que je tenais à dire, Monsieur le Président. Je n'ai utilisé que votre... alors votre décret, il est à l'étude. Je crains qu'il ne souffre de quelques illégalités si nous nous engagions dans cette voie, mais nous continuons à creuser cette piste. Mais voilà, il y a quelques illégalités, c'est pour ça que je ne voulais pas vous vexer et donc en parler. Voilà, merci beaucoup. Bon, écoutez, merci Monsieur le Ministre. Nous avions un amendement sur les crédits de la mission sécurité, mais il ne sera pas défendu. Il tombe. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission sécurité figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Les crédits ne sont pas adoptés.
Et voilà, le Sénat a donc rejeté le budget de la sécurité pour 2019, un budget pourtant en hausse d'1,6%. Vous l'avez vu dans ce débat, les sénateurs ont dénoncé un budget en trompe-l'œil. Le gouvernement augmente les effectifs des forces de l'ordre avec la création de 2400 emplois, mais le budget d'équipement semble insuffisant pour les sénateurs qui déplorent un parc de véhicules vieillissant, des logements en mauvais état et un stock d'heures supplémentaires non payées représentant 250 millions d'euros. Certains policiers partent même à la retraite 7 ans plus tôt pour solder les heures qui leur sont dues. Aujourd'hui, les sénateurs arrivent au bout de leur marathon budgétaire, entamé il y a plus d'un mois. Ils vont examiner les derniers articles du budget 2019 avant de voter demain sur l'ensemble du projet de loi de finances 2019. Vous pouvez suivre l'actualité parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée et très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.